Et le journal de 7 heures est présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Nous n'avons pas choisi le passé, mais nous devons bâtir l'avenir. Les mots forts d'Emmanuel Macron hier à l'issue de son entretien avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Premier jour d'un voyage officiel de 3 jours pour le chef de l'État et première poignée de main. Jacques Serret, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Alger. Après des mois de tensions diplomatiques, opération réconciliation. Oui, comme si la brouille diplomatique était tombée aux oubliettes, Abdelmadjid Tebboune, qui a privilégié la langue arabe pour s'exprimer, parle d'entretiens fructueux, francs et se montre optimiste pour l'avenir. Je ne peux qu'apprécier les résultats encourageants de votre visite en Algérie. Cela permet de tracer des perspectives prometteuses pour le rehaussement du partenariat exceptionnel qui unit nos deux pays. Même enthousiasme chez Emmanuel Macron. Je veux voir dans ce moment une page nouvelle qui s'écrit de la relation bilatérale. Et donc je veux vous remercier, Président, pour votre amitié, votre franchise et surtout pour l'ambition partagée. Mais pas encore d'avancée concrète sur la question centrale des visas et des laissez-passer consulaires. Le locataire de l'Elysée renvoyant ce sujet à la suite de la visite. Plusieurs éléments seront au cœur nos travaux. D'abord, donc, clarifier, simplifier notre cadre de mobilité l'un et l'autre. Et je crois que nous avons dessiné des lignes claires. Seule annonce notable à ce stade, la création d'une commission mixte composée d'historiens français et algériens pour regarder l'ensemble de la période allant du début de la colonisation à la fin de la guerre d'Algérie. Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 en Algérie pour suivre le déplacement du président de la République. Des élèves malheureux, des parents anxieux, des professeurs désabusés. Avant de partir en Algérie, Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots sur l'école française à l'occasion d'un discours devant les recteurs d'académie. Oui, le président veut réconcilier l'école avec l'entreprise. Il a également confirmé l'augmentation des salaires des enseignants. 2 000 € net en début de carrière. Mais quand ? Réponse du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, hier soir sur France 2. C'est pour 2023. Quand vous dites 2023, c'est janvier ou c'est la rentrée scolaire 2023 ? Ce sera pour la rentrée scolaire 2023. Le président de la République a parlé de 10% d'augmentation des rémunérations. Et nous allons échanger cet automne pour préciser les conditions de cette augmentation qui concerne aussi d'ailleurs les personnels administratifs en dehors du monde des enseignants proprement dit. Nous allons engager ce grand effort qui est un grand effort budgétaire pour mieux rémunérer nos enseignants. C'est une priorité absolue pour moi. Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Au ministère du Travail, cette fois, c'est la réforme de l'assurance chômage qui se prépare. Oui, les réunions de concertation débutent aujourd'hui avec les organisations syndicales et patronales. Pour le gouvernement, l'objectif est clair. Il faut obtenir une assurance chômage modulable dont les règles s'adapteraient en fonction du marché du travail, Aurélien Fleureau. Oui, c'est ce que répète le ministère du Travail. Faire en sorte d'inciter au retour à l'emploi quand l'économie va bien, donc en durcissant les règles. Et puis lorsque la situation économique se dégrade, là, les règles redeviendraient plus protectrices avec les demandeurs d'emploi. Une idée qui en théorie peut se discuter, explique Cyril Chabagnier, président de la CFTC, mais qu'il juge impossible à mettre en place concrètement. On ne peut pas revoir les règles tous les mois. Donc on va faire quoi ? On va avoir des règles une fois par an, une fois par semestre. Mais l'économie aujourd'hui change tellement avec une rapidité importante qu'on risque d'être toujours en décalage. On va peut-être durcir des règles à un moment donné et le temps de les mettre en place, l'économie se sera retournée. Il sera en revanche plus simple d'acter la prolongation d'1 an du système d'indemnisation actuel. Enfin, la réforme de l'assurance chômage pourrait aussi faire partie des premiers sujets abordés à l'occasion du CNR, le Conseil national de la refondation, qu'Emmanuel Macron va lancer le 8 septembre prochain. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Notez par ailleurs les chiffres du chômage au mois de juillet publiés hier. Plus 20 300 demandeurs d'emploi dans l'Hexagone, soit une légère hausse de 0,7%. Et puis d'autres chiffres qui ne vont pas rassurer les Français. 60% d'entre eux estiment que le pays est en déclin, en tout cas selon une étude Harris Interactive. 8 personnes interrogées sur 10 assurent que leur pouvoir d'achat s'est déjà dégradé. Et ils sont encore plus nombreux à penser que la situation va empirer dans les mois qui viennent. Tendance que l'INSEE devrait confirmer à 8h45 tout à l'heure avec la publication de son baromètre sur le moral des Français. Le pouvoir d'achat des Français mis à mal, c'est l'une des conséquences, on le sait, de la guerre en Ukraine. Et malheureusement, c'est un conflit qui est parti pour durer. Vladimir Poutine l'a montré une nouvelle fois hier. Le président russe a signé un décret afin d'augmenter son effectif militaire de 10%, William Molinier.
137 000 soldats viendront gonfler les rangs de l'armée russe au 1er janvier prochain. Au total, elle sera dotée d'1 150 000 combattants, 2 millions de membres si on prend en compte le personnel civil. Vladimir Poutine cherche à régénérer son armée qui a subi de nombreuses pertes en Ukraine. Moscou n'a pas communiqué sur le nombre de morts dans ses rangs. Un seul chiffre avait tout juste été assumé au début de l'invasion, 1351 morts, alors que l'Ukraine revendiquait avoir tué ou blessé 45 000 soldats russes et que les estimations des Occidentaux étaient de l'ordre de 20 000 à 30 000 tués ou blessés. Dans ce contexte, aucune explication ou justification n'a été apportée à cette augmentation prévue de 10% de l'armée russe. Le Kremlin s'est toujours gardé jusqu'à présent de prononcer la mobilisation générale, ce qui reviendrait à reconnaître que la Russie est en guerre contre l'Ukraine, alors qu'il y a quelques semaines encore, Vladimir Poutine jurait, je cite, que l'opération militaire spéciale se déroulait comme prévu. William Molinier notait par ailleurs qu'en Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe, est désormais déconnectée de son réseau national. Des incendies ont endommagé ses lignes électriques, de quoi renforcer les craintes des Occidentaux d'un accident nucléaire. Les États-Unis soupçonnent la Russie de vouloir détourner l'énergie produite par la centrale, un projet qui serait inacceptable selon Washington. Le sport, c'est confirmé, il n'y aura pas de Djoko à l'US Open cette année. Il ne pourra pas mettre les pieds aux États-Unis du fait qu'il n'est pas vacciné contre la Covid-19. Et puis l'autre mauvaise nouvelle, elle concerne la Formule 1. La France perd son Grand Prix de Formule 1 l'année prochaine. C'est une confirmation du patron de la FIA hier. Et oui, notamment à la faveur du Moyen-Orient. La Formule 1 avait pourtant fait son retour sur le circuit du Castellet dans le Var en 2018. Et c'était une aubaine pour les professionnels du tourisme. Alors comment perçoivent-ils cette perte dans la région? Le reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Sud, Stéphane Burgat. Autour du paddock, fini les prestations d'hôtellerie et de restauration haut de gamme pour Jean-Philippe Carmona, le directeur de l'agence d'intérim Victory. Ça a été une onde de choc sur les prestataires, sur le point de vue économique. Ça va être une perte immense. Ça représentait quand même 30% du chiffre d'affaires. Cette perte est immense et puisque c'était une vitrine, nous étions plus de 100 personnes quand même. Les 4 courses qui ont eu lieu sur le circuit depuis 2018 auraient généré plus de 250 millions d'euros de retombées économiques pour la région selon le groupement d'intérêt public promoteur de ce Grand Prix, mais le président de l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration pour le Var, Jean-Pierre Guiribelli, relativise cette perte. C'est dommageable, on perd une aura, mais en tous les cas, c'est pas une grosse perte parce que cette manifestation, cette année, elle s'est faite le 22, 23, 24 juillet. On est déjà plein. Une période où il y a un surcroît de clientèle, c'est pas vital, quoi. D'autant que les moteurs continueront de rugir au Castellet, certes pour des événements bien moins prestigieux, mais les équipes du circuit Paul Ricard veulent garder espoir et nous l'assure, la communication n'est pas coupée avec les grands argentiers de la Formule. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Dans le journal de Fanny Marceau. Merci Fanny, Merci à vous, à tout à l'heure. La météo des